Après une Pause très courte, nur enger ganz kurzer Pause sind wir mal gotten Hai. Ich hatte für Dr schon gesagt, Majenka wird also echt Resultate präsentieren aus Workshops, die mit Kanner gemacht hat rund um Themen vom Adultisme und Infantisme. Majenka als ein ganz lief Merci. Majenka als un ganz lief Kollegin aus dem Okajou. Majenka, j'ai le plaisir de présenter Majenka, qui est une collègue très appréciée de l'Okajou. Elle est experte au sein de l'Okajou de la protection des droits de l'enfant, notamment aussi un master dans ce domaine. Et elle a fait en fait des ateliers avec des enfants et des jeunes autour des questions liées à l'adultisme, l'infantisme et la violence éducative ordinaire. Des questions, des expériences, des partages d'expériences, des témoignages qui sont censés être intégrés dans notre rapport annuel de l'année 2026, où on est vraiment en train de donner de plus en plus de place à la voix des enfants et des jeunes, non pas seulement parler pour eux, parler avec eux, mais les faire parler. Et ça, les résultats que Majenka va présenter sont les premiers pas dans cette direction. Merci Majenka. Voilà, donc je vais vous présenter les résultats préliminaires des ateliers que j'ai menés avec une consultante indépendante dans 4 écoles. Donc, on a mené les ateliers de juin à juillet cette année. Il y avait donc en tout 54 enfants âgés entre 10 et 12 ans, dont 24 filles et 30 garçons. Donc dans 4 écoles primaires, on a veillé à avoir une répartition équilibrée tant au niveau géographique qu'au niveau du type d'établissement. Donc il y avait une école privée, une école publique internationale et 2 écoles publiques luxembourgeoises. Et donc ils étaient du cycle 4-2, c'est l'équivalent à la 6e année de primaire. Et il y avait aussi une répartition au niveau des sections de langue. Donc il y avait 2 sections luxembourgeoises, une française et une anglaise. Donc les objectifs de nos ateliers, c'était de sensibiliser aux droits de l'enfant, d'initier à la notion d'adultisme et aussi de comprendre le ressenti et la perception du pouvoir exercé par les adultes dans le quotidien des enfants. Et bien entendu aussi de recueillir la voix des enfants pour le chapitre sur l'adultisme du rapport annuel de l'Okajou. Donc au niveau de la méthodologie, chaque atelier a commencé par un icebreaker, une introduction sur les droits de l'enfant. Puis on a fait une demande de définition de mots-clés, donc le mot enfant, le mot adulte, le mot être petit et être grand. On a fait une activité via un photolangage et un travail sur des situations concrètes du quotidien pour relever les moments et les comportements appréciés ou non concernant les adultes. Et enfin, on a terminé par des questions quantitatives en lien avec l'adultisme et les droits de l'enfant. Au niveau de la connaissance des droits de l'enfant, on a demandé donc s'ils connaissaient les droits. La majorité ont répondu que oui, sauf dans une des 4 écoles où environ la moitié a répondu non, ce qui montre une sensibilisation non harmonisée dans les écoles. Au niveau des droits qu'ils ont cités, c'était surtout la protection ou les droits liés à la provision, notamment l'éducation, la santé, l'alimentation. Par contre, le droit à la participation n'a pratiquement jamais été cité. Donc, on en a profité pour les sensibiliser à ce droit. Parfois aussi, on a remarqué qu'ils disaient oui, qu'ils les connaissaient, mais ensuite, quand on demandait des exemples, les exemples n'étaient pas très exacts. Par exemple, il y en a qui ont dit oui, le droit de dormir. Et donc, pour l'activité au niveau des définitions de mots-clés, en fait, c'est une méthode, on s'est inspiré d'un livre allemand de Ritz Manuela qui s'appelle Kindsein ist kein Kinderspiel, Adultismus, où elle disait qu'en fait, de partir de ces mots-clés, ça permet de comprendre leur propre cadre de compréhension de l'adultisme.
sans vraiment pointer dessus. Et en fait, on a fait en sorte de ne pas expliquer ce qu'est l'adultisme. Et voilà, on n'a pas dit, voilà, on va vous expliquer ce que c'est. On a vraiment, au début, on a vraiment dit, oui, on va parler en fait avec vous des relations entre enfants et adultes. Et ensuite, en crescendo, à la fin, on a clarifié, voilà, tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était pour que vous compreniez ce que c'est l'adultisme. Donc, par rapport à cette activité des définitions, ce qui en est ressorti, c'est qu'il y avait une vision fortement structurée par des rapports de pouvoir et de dépendance. Par rapport au mot adulte, ils ont souvent dit que c'est celui qui a plus de droits et de responsabilités, mais aussi plus de stress et moins de plaisir. Et souvent, ils ont dit quelqu'un de 18 ans. Ils ont décrit un monde où l'âge détermine l'accès au pouvoir, à la parole et à la légitimité. Sont aussi ressorties cette idée de normes qui sont élaborées par les adultes et qui ne sont pas adaptées aux enfants. Ils ont mentionné, en parlant du fait d'être petits, par exemple, qu'ils ne peuvent pas tout atteindre. Donc, ça, c'était assez intéressant. Aussi, ils n'ont pas contesté dans le cadre de l'atelier cette hiérarchie. Ils la constatent et ils l'intègrent un peu comme une norme. Donc, on pourrait dire que l'adultisme n'est pas seulement vécu, mais internalisé par les enfants. Donc, voici des exemples d'écrits des enfants par rapport aux mots-clés enfant. Donc, on a demandé la définition d'un enfant pour eux. Et ensuite, vous verrez, j'avais mis des posters un peu partout par rapport à certaines activités qu'on a menées avec eux. Donc, ça, c'est seulement une sélection, hein, parce qu'il y en avait beaucoup plus. Mais donc, être un enfant, c'est ne pas prendre de décision, faire des bêtises et des erreurs, mais on apprend de celles-ci. Avoir des droits spécialement conçus pour nous, être faible, avoir peur, être critiqué, être incompris, être joueur, devoir être éduqué, s'amuser, être innocent et être infiniment créatif. Donc on voit qu'il y avait des choses positives et des choses négatives. Au niveau du mot adulte, alors ils ont dit être un adulte, c'est avoir plus de droits que les enfants. C'est pouvoir boire de l'alcool et fumer, même si c'est pas bien pour la santé. Ça, on l'a beaucoup eu, cette histoire d'alcool et de fumer. Avoir 18 ans, avoir des responsabilités, pouvoir sortir sans devoir demander la permission, avoir de l'argent, pouvoir faire tout ce que tu veux, être fort, avoir un travail, pouvoir faire des choses que les enfants ne peuvent pas faire, ne pas être limité et pouvoir décider de ce que tu fais. Donc ensuite, on a fait une activité dite photolangage. Donc on a montré ces 3 images, une par une. Et à chaque fois, on a demandé qui a le pouvoir ici, qui décide. Donc la première image, c'était vraiment des silhouettes où on voyait voilà, que c'est des enfants et des adultes, mais sans savoir exactement qui ils sont. Et ça, c'était intéressant parce que, en fait, la plupart des enfants ont tout de suite pensé que c'était des parents et des enfants. Et la deuxième image, bon, vous voyez, c'est en fait une famille autour d'une table. Et la dernière, c'est donc c'était une enseignante et sa classe. Donc, dans les 4 écoles, les enfants ont presque systématiquement toujours identifié les adultes comme détenteurs du pouvoir de décision, quel que soit le contexte qui était représenté sur les images. Surtout l'enseignant détient le pouvoir et décide. Là, c'était presque unanime à chaque fois, c'est l'enseignant qui décide et qui a le pouvoir. Pour les parents, c'était un peu plus nuancé. Ils reconnaissent parfois que tout le monde peut décider, mais uniquement dans des situations sans enjeu. Par exemple, choisir ce qu'on mange.
Et alors, dès qu'il s'agit de responsabilités, de règles ou de cadres institutionnels, le pouvoir revient automatiquement aux adultes, ce qui illustre un peu ce que les chercheurs appellent l'adultisme structurel, voire institutionnel. Et donc, c'est les institutions qui sont en fait organisées autour du pouvoir adulte, même lorsque les enfants sont consultés. On en avait un peu parlé avant aussi. Ensuite, on a fait une activité où on a créé des posters. Et donc, voilà, vous en voyez un peu partout autour de la salle. Et on a demandé, en fait, comment se comportent les adultes quand c'est désagréable d'être avec eux et comment se comportent-ils quand c'est agréable d'être avec eux. Donc, les posters étaient scindés en 2 sections et à chaque fois, on avait les différents contextes. Donc, le premier, c'était la maison, le deuxième, l'école, le troisième, la maison relais, le quatrième, c'était sport et loisirs et le cinquième, c'était l'espace public. Donc, on a vraiment voulu sonder les différents contextes et les différents comportements. Donc, par rapport aux moments qui sont désagréables avec les adultes, donc, ce qui est ressorti, c'est qu'en fait, ils n'aiment pas ne pas être écoutés ou ne pas pouvoir participer aux conversations. Ils n'aiment pas subir des cris, des punitions ou des sanctions perçues comme injustes. Ils n'aiment pas devoir respecter des règles non expliquées ou incompréhensibles, supporter le stress, la mauvaise humeur, la fatigue ou l'incohérence des adultes. Donc, des adultes stressés, pressés ou incohérents. Aussi, ils ont mentionné le fait de se sentir menacé, méprisé ou mal à l'aise face à certains adultes dans l'espace public, notamment quand les adultes sont ivres ou parfois quand des sans-abri font peur, par exemple. Ensuite, par rapport au comportement d'adultes qui est agréable, ils ont dit donc qu'ils aiment quand les adultes les écoutent, quand les adultes les prennent au sérieux et reconnaissent leurs émotions, quand les adultes partagent du temps et des activités et quand ils sont disponibles. Ils aiment aussi recevoir des gestes de soin, d'attention et de bienveillance de la part des adultes et avoir des explications claires sur les règles, les décisions ou les situations. Et aussi ressorti le fait qu'ils aiment pouvoir agir avec une certaine autonomie dans un cadre de confiance. Donc, en gros, les enfants, ils ont identifié des comportements qui rendent la relation avec les adultes injuste ou sécurisante. Et leurs réponses ont montré qu'ils sont sensibles au rapport de pouvoir et qu'une relation plus équilibrée passe par l'écoute, l'explication, le respect et la participation. Et pour finir, on avait donc une activité avec des questions quantitatives. Donc, c'était une activité avec des gommettes où on a posé 6 questions. La première était liée au droit à la non-discrimination. Donc, on a demandé, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un adulte ne vous prenne pas au sérieux juste parce que vous êtes un enfant ou plus jeune? Et à chaque fois, il pouvait répondre par oui, par non ou je ne veux pas répondre. La deuxième question, c'est peut-être plus facile si je vous montre le graphique avec les résultats. Voilà. Donc, à la première question, donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un adulte ne vous prenne pas au sérieux juste parce que vous êtes un enfant ou plus jeune? Donc, on voit qu'il y avait 22 enfants qui avaient répondu par non et 24 par oui. Donc, c'est plutôt équilibré. Ensuite, on avait une question par rapport au droit à la participation et à la plainte. Donc, l'article 12. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vouliez donner votre avis ou vous plaindre qu'une situation n'était pas juste, mais que l'adulte ne vous a pas vraiment écouté, pris au sérieux et rien n'a changé? Par exemple, à la maison, à l'école. Et alors là, on a eu 50 oui, donc ça arrive très fréquemment. Et seulement 2 non.
La troisième question qu'on a posée était en lien avec l'article 16, donc le respect du corps et de la vie privée. Donc on leur a demandé, est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un adulte vous force à vous faire un bisou ou un câlin alors que vous ne vouliez pas? Donc là, on a eu 25 non, 21 oui et 7 qui ne voulaient pas répondre. Ensuite, on avait 2 questions portant sur l'article 19 de la Convention, donc la protection contre toute forme de violence. Et donc nous avons demandé si ça leur était déjà arrivé qu'un adulte leur donne une fessée, les tire fort par le bras ou leur fasse mal pour les punir. Et donc là, on a eu 28 oui, donc la majorité a dit que oui, et 17 non, et 8 n'ont pas voulu répondre. On voit un peu que on a aussi pu constater que des questions un peu plus intimes, voilà, ils avaient plus tendance aussi à choisir le « je ne veux pas répondre ». Et donc la dernière question, on leur a demandé s'il leur est déjà arrivé qu'un adulte leur crie fort dessus ou les insulte en disant quelque chose comme « c'est pour ton bien ». Et donc là aussi, on a eu une majorité de oui, donc 38 enfants, 12 ont dit que non et un n'a pas voulu répondre. Voilà, c'était tout. Un très, très grand merci. It makes you want more. C'est le premier aperçu sur les résultats et l'analyse détaillée va suivre au plus tard dans le rapport annuel. Voilà. Je suppose qu'il y a peut-être des questions, des réactions. Merci beaucoup Marinka pour cette présentation et ce travail qui illustre bien en fait les propos qu'on a évoqués les uns et les autres auparavant. J'ai 2 questions qui se regroupent. Cette étude sur le terrain auprès des enfants, j'imagine, c'est effectuée en présence de leur institut ou de leur professeur. Oui. Donc ma question est, qu'est-ce que tu as perçu ou comment ont-ils officiellement, à l'issue dans les couloirs, pendant, réagi? Et j'imagine que là, c'est les premiers résultats, donc j'imagine que le monde enseignant n'est pas encore informé, ou s'il l'a été, quelle a été aussi à la fois leur réaction officielle de l'institution et peut-être des instituts concernés. Ok. En fait, on a essayé d'intégrer l'enseignant dans une des activités de groupe. Donc, c'était celle avec les posters par rapport aux comportements agréables et désagréables. Donc, on a vraiment voulu, voilà, parce qu'on a fait à chaque fois 3 groupes et il y avait un groupe que l'enseignant aussi soutenait, en fait, dans cette activité. Quelque chose qui m'avait un peu marqué, c'était lors d'un atelier où il y avait un enfant qui ne voulait pas participer à la première activité. Et moi, je dis, oh, mais c'est pas grave, tu as le droit, nous, c'est volontaire. Et puis, quelques minutes se sont passées et puis j'ai constaté qu'il est quand même allé chercher un papier. Je dis, ah, c'est bien, tu veux finalement participer? Et il me dit, oui, parce que ma prof a dit que je dois. Et j'ai dit, ah oui, non, mais tu dois pas. Et puis il dit, oh, mais non, mais j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Et alors j'ai dit, oh, ben, t'inquiète pas, je vais lui dire, ton enseignante, avec nous, ça fonctionne pas comme ça, c'est un droit de l'enfant, voilà, ton avis compte. Et si tu ne veux pas participer, alors c'est pas grave, tu pourras peut-être participer aux prochaines si tu as envie. Et donc j'ai un peu eu cette confrontation avec l'enseignante, mais finalement ça a été, il a pas fait et tant mieux. Voilà. Pour la deuxième question, c'était par rapport aux réactions de l'institution, c'est ça? En fait, je dois dire qu'ils étaient contents. On avait donc fait un tirage au sort et les 4 établissements qui avaient été sélectionnés étaient d'accord. On a constaté qu'il y a plusieurs parents qui ne voulaient pas que leur enfant participe, par contre, à l'atelier. Ça arrivait, je pense qu'il y avait environ 6 enfants qui n'ont malheureusement pas pu participer, qui ont dû aller dans une autre classe, parce que les parents n'ont pas souhaité. Voilà.
un grand merci pour cette présentation. C'est toujours chouette de pas repartir de la parole des enfants. Je voulais juste réagir sur la présentation, mais en fait, ce que tu viens de dire là m'amène un autre partage. Moi, ta présentation m'a quand même fait mal au cœur, quoi, parce que c'est très très exemplatif du fait que cette violence infantiste, elle est au quotidien dans leur vie, quoi. Ils sont pas considérés, on discute pas avec eux, c'est un quotidien permanent et voilà, il y a quelque chose de profondément touchant dans ce que eux disent, et je crois qu'il faut continuer à travailler à titre individuel et collectif pour changer ça, quoi. Arrêter que les enfants se sentent déconsidérés dans notre vie, dans la vie des humains, quoi. Par rapport à la participation des enfants et l'autorisation parentale, je trouve que c'est une vraie question dans les projets participatifs. Alors ça se pose dans la recherche scientifique, ça devient un vrai débat avec les collègues dans les différentes universités. Je sais qu'il y a un grand projet participatif, enfin, il y a des collègues d'un grand projet participatif qui sont dans la salle, ils ont aussi fait face à cette question juridique. En soi, demander l'autorisation des parents pour contribuer à un projet participatif, ça me semble contraire à l'article 12, mais c'est ce que le droit interne nous impose, hein, donc c'est une confrontation entre le droit international et le droit interne. Du côté des sociologues, il y a de plus en plus de projets qui décident de ne plus demander l'autorisation des parents, ce que moi je trouve compliqué, parce que là, moi, en tant que juriste, ça crée un frottement chez moi, mais quand on t'entend, je trouve que ça remet cette question quand même sur la table. Dans les projets participatifs, l'autorisation parentale est un non-sens et c'est vraiment triste que du coup 6 enfants ont été exclus d'une chouette activité qui a sans doute après fait parler d'elle. Voilà, je voulais juste dire ça et dire que c'est un point sur lequel aussi je pense qu'il faut qu'on travaille. Merci. Merci. Bonjour, je voulais demander sur quand vous avez montré le graphique sur l'expérience quantitative, vous avez dit que les questions où les enfants ont le plus souvent répondu avec « je ne veux pas répondre », c'était les questions qui étaient plus intimes et aussi, de ce que j'ai perçu, plus liées à la violence physique. Est-ce que vous pouvez détailler comment les enfants ont réagi par rapport à ces questions, par rapport à leur langage corporel ou par rapport à leur manière de se comporter après avoir été confrontés avec ces questions-là? Alors oui, au niveau de l'image, enfin du langage corporel, bon, je dois dire, ils étaient, comme vous voyez, je crois que j'ai encore l'image, ils étaient en fait comme en file, en fait. Donc, on n'a pas trop vu parce qu'il y avait une masse d'enfants près du poster. Mais en fait, on avait aussi, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, dans la méthodologie, on avait prévu une procédure au cas où il y aurait des enfants qui seraient triggered en fait par ces questions et par l'atelier en soi. Et donc, on a toujours, au début de l'atelier, demandé à l'enseignante, dans votre école, est-ce que vous avez un délégué à la protection des élèves ou un CEPAS, ou vers qui orienter l'enfant si jamais on sent qu'il réagit mal, voilà. Ensuite, dans un atelier en particulier, les enfants étaient très, très ouverts. Il y avait d'autres ateliers où ils étaient moins ouverts et on voyait qu'ils n'avaient pas en fait l'habitude de participer. Et il fallait un peu leur tirer les vers du nez. Mais donc dans cet atelier où ils étaient très, très ouverts, il y avait une petite fille et puis les autres ont enchaîné, qui en fait, dans le cercle où on était assis à la fin, donc après l'activité des gommettes, avec les questions quantitatives, qui, en fait nous a dit, «Ah oui, mais moi en fait, mes parents ils me frappent, souvent. Mais c'est parce que dans mon pays c'est légal». Et je dis: quel est ton pays?» Et elle a dit: «L'Inde». Je dis: «Mais l'Inde a aussi, signé la convention, des droits de l'enfant». Mais c'est vrai qu'en Inde, comment dire? La protection contre les violences physiques, faites par les parents n'est pas, ancrée vraiment dans la loi. Donc c'est un peu voilà, on voit qu'au niveau, des normes sociales et culturelles, voilà, dans certains pays, c'est encore quelque chose qui est très présent. Hem et donc,
Mais elle était très ouverte et elle avait vraiment envie d'en parler. Et du coup, après, on lui a dit qu'elle pourra nous en parler encore après et ou en parler à sa professeure, contacter l'Ocajou, etc. Et puis, il y a d'autres enfants qui ont dit « Ah oui, moi, quand j'étais petit, mes parents, ils m'enfermaient dans ma chambre, dans le noir, quand je faisais des bêtises ou des choses comme ça. » Ou alors, il y en avait d'autres qui ont dit oh, mais moi, c'est pas juste quand ma sœur fait une bêtise, elle n'a pas de soucis et moi, j'ai tout le temps des soucis, ils sont très sévères avec moi. Donc il y avait aussi ce déséquilibre, voilà, au niveau de l'éducation des parents, selon, qui est l'enfant. Voilà, je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, en fait. Je suis désolée. Ça va? Merci beaucoup. Bon, moi, j'avais noté plusieurs questions, mais je vais, à manque de temps, pas les poser. La seule chose que j'aimerais encore mentionner, ce qui m'a vraiment frappé, c'est lorsque tu as dit, lorsque vous avez parlé des droits, il y a le droit de la participation n'a presque jamais été mentionné. Et dans les ateliers qu'on a fait auprès des lycéens, c'est un des premiers qui est mentionné lorsque je pose la question. J'ai toujours ma charte vide. Je dis, mais qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme droit représenté dans cette charte? Et ce droit à pouvoir se prononcer, à être écouté, à participer vraiment, c'est toujours un des premiers droits qui est mentionné. Pour moi, ça sera intéressant par rapport à l'analyse, de voir peut-être, est-ce que c'est vraiment lié à l'âge? Est-ce que c'est pas encore davantage thématisé? Est-ce que ça peut-être aussi est en lien avec les approches utilisées à l'école fondamentale? Ce serait intéressant peut-être par après entrer en détail dans cette. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Comme j'ai dit, ça donne envie de savoir beaucoup plus dessus. C'est une enquête assez importante aussi en vue de cette thématique qu'on aimerait vraiment mettre encore davantage à l'agenda en 2026. Voilà. Je vous remercie toutes et tous. Merci Majenka. On avait prévu initialement un petit extrait d'un film, et c'était surtout pensé pour compenser un peu le temps, avoir un peu un laps de temps flexible pour compenser d'éventuels retards. Pour ça, on va l'utiliser cet après. Voilà. Je vous invite maintenant, pour ceux qui ont opté pour le lunch ici, de nous rejoindre au lunch, et on se retrouvera pour tous les autres. On essaiera d'être à l'heure vers 13h15 ici. Merci beaucoup et à cet après-midi.